Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché. Aujourd'hui nous allons plonger dans une phrase millénaire qui résume à elle seule tout le mystère de la transformation intérieure. L'un devient deux, le deux devient trois, et du troisième naît l'un comme quatrième. Cette phrase est connue sous le nom d'axiome de Maria, une énigme laissée par Maria Prophetissa, Marie la prophétesse, une alchimiste du IIe siècle, est considérée comme la première femme de science spirituelle de l'histoire. Elle ne parle pas ici de chimie, mais de chemin de la conscience, de ce long processus par lequel l'être humain se divise, se recherche et finit par se retrouver, plus entier, plus vrai, plus vivant. Au commencement, il y a l'un, l'état d'unité originelle, avant la scission, avant les contraires, avant la conscience de soi, un monde sans distinction, sans opposition, sans forme précise, et tout est contenu dans tout. C'est le royaume du non différencié, l'océan primordial dont parlait Jung, cette vaste totalité inconsciente dans laquelle la psyché dort encore comme un germe avant l'éclosion. Chez l'enfant, cet état d'unité existe encore. L'enfant ne distingue pas encore clairement le dedans du dehors, le moi du monde. Il pleure et le monde entier pleure avec lui. Il rit et c'est tout l'univers qui semble répondre à sa joie. C'est un état d'immersion absolue où la frontière entre soi et l'autre n'existe pas encore. Mais pour que la conscience naisse, il faut qu'un jour cette unité se brise. Il faut qu'un « je » émerge de l'océan du tout, qu'apparaisse la limite, le contour, la séparation. C'est la première étape du grand drame humain, la perte du paradis psychique. C'est le moment où l'âme découvre qu'elle est à part, distincte du monde, du parent, du divin. Cette rupture, Jung la considère comme la condition de la conscience. Sans elle, il n'y a ni liberté, ni connaissance, ni devenir. Mais c'est aussi le moment où naît la nostalgie. Une blessure invisible s'ouvre dans la psyché, celle du manque, du sentiment d'exil, car depuis que l'unité s'est brisée, l'âme cherche sans relâche à retourner à l'un, mais consciemment cette fois. Et c'est là tout le sens du parcours alchimique et du processus d'individuation. Retrouver l'unité, non plus par fusion, mais par intégration consciente. Ainsi, ce premier un n'est pas seulement le symbole des origines, il est aussi la mémoire de ce que nous avons perdu, et de ce que, profondément, nous cherchons à redevenir. Et c'est précisément à partir de cette rupture, de ce passage du tout à la dualité, que commence la deuxième phase du grand voyage de la conscience, celle du deux. Très beau passage, le deux, la scission des opposés. Lorsque l'un se brise, le deux apparaît, et avec lui naît la conscience, mais aussi la douleur, car désormais il y a un dedans et un dehors, un moi et un autre, une lumière et une ombre. C'est le moment de la séparation, de la polarité de cette tension qui anime toute vie psychique. Le deux, c'est le monde du conflit créateur, le lieu où la matière s'oppose à l'esprit, où le désir rencontre la loi, où la raison se heurte au mystère. Dans la psyché humaine, ce clivage se manifeste partout. Le moi cherche la clarté, la maîtrise, la sécurité. L'inconscient, lui, appelle vers l'inconnu, le fluide, le sacré. Le moi veut contrôler, ordonner, comprendre. Le soi cherche à relier, à unir ce qui semble s'opposer. Et tant que ces deux forces demeurent séparées, la psyché souffre. L'individu vit dans le tiraillement, dans la contradiction entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent, entre ce qu'il croit vouloir et ce que son âme réclame en silence. C'est la grande tragédie du deux, celle de l'homme divisé contre lui-même, car dès que le conscient apparaît, l'unité se perd, et avec elle vient la nostalgie de la fusion première, cette nostalgie qui nourrit tant de quêtes spirituelles, tant de relations passionnées, tant de désirs de retour à une forme d'absolu. Mais Jung nous enseigne que cette division n'est pas une erreur, c'est le prix de la conscience, c'est la condition même de la liberté. Sans tension, pas de mouvement, sans opposition, pas d'évolution. La dualité est le moteur de la transformation. Elle crée le champ magnétique où la conscience circule, où les forces contraires s'attirent, se repoussent et finissent par engendrer quelque chose de nouveau. Ainsi, le deux n'est pas le drame de la séparation, mais le théâtre du devenir. C'est ici que commence le grand travail alchimique, tenir ensemble ce qui paraît inconciliable, sans fuir ni l'un ni l'autre. Et c'est de cette tension, de ce dialogue entre les pôles,
que surgira bientôt une troisième force, le médiateur, le pont vivant, celui qui réconcilie sans effacer. Ça sera le 3, l'étape suivante du voyage de la conscience. Le 3, très beau passage aussi, la médiation vivante. Le 2 devient 3. C'est ici que quelque chose de nouveau entre en jeu, la fonction transcendante, telle que Jung l'a nommée. Cette fonction n'est pas un concept abstrait. Je sais qu'elle est difficile parfois à saisir et même à expliquer, mais c'est un mouvement vivant du cœur de la psyché. C'est une capacité naturelle à faire dialoguer les contraires. Quand le conscient et l'inconscient se font face, que le moi et le soi se cherchent sans se comprendre, la fonction transcendante crée un pont entre les deux. Mais attention, ce troisième terme n'est pas un compromis. Il ne cherche pas à effacer les différences ni à choisir un camp. Il est l'enfant des deux, le fruit du conflit, traversé et transformé. C'est une naissance intérieure. Dans le langage de l'alchimie, c'est le moment où la matière s'unit au feu, où le soufre, principe actif masculin solaire, rencontre le mercure, principe réceptif féminin lunaire, deux forces opposées qui, au lieu de se détruire, commencent à danser. C'est de cette rencontre que naît le troisième, l'élixir, la nouvelle substance, le symbole de la conscience en transformation. Psychologiquement, c'est ce qui se passe quand un rêve, une image ou une intuition vient relier ce que la raison ne pouvait pas résoudre. C'est le moment où un symbole apparaît, ni du côté conscient, ni du côté de l'inconscient, mais entre les deux, un espace médian, vivant, qui parle à la fois à la tête et au cœur. La fonction transcendante agit souvent ainsi, par des images, des rêves, des synchronicités, des émotions inattendues, qui font sens sans qu'on sache vraiment pourquoi. Elle ne résonne pas, elle relie. Elle traduit en langage symbolique ce que l'âme veut dire au moi. Et dans la vie intérieure, ce moment marque souvent un basculement, le moment où quelque chose en toi se réconcilie, où la guerre intérieure cesse, où tu comprends que tes contradictions n'étaient pas des erreurs, mais des forces qui cherchent à s'unir. Là où il y avait conflit, il y a maintenant un dialogue. Là où il y avait une tension, il y a une circulation. C'est le commencement de la guérison intérieure, non pas par suppression de l'un des pôles, mais par leur union vivante. Le 3, c'est le symbole du mouvement créateur. Il ouvre un passage vers une conscience nouvelle, plus vaste, plus stable, plus lumineuse, et c'est de cette médiation que naîtra bientôt le 4, le symbole de la totalité accomplie. Le 4 pour notre quatrième partie, la totalité retrouvée. Et du troisième naît l'un comme quatrième. Je vous la redonne peut-être une fois en entier. L'un devient 2, le 2 devient 3, et du troisième naît l'un comme quatrième. Donc on repart, et du troisième naît l'un comme quatrième. Le cycle se referme, mais sur un autre plan de conscience. L'un revient, oui, mais il n'est plus celui du commencement. Ce n'est plus l'unité inconsciente de l'enfant, ni la fusion naïve du début, c'est une unité retrouvée, une unité consciente d'elle-même. Le premier 1 était inconscient, indifférencié, comme la graine endormie avant la germination. Le dernier 1, celui du 4, est pleinement éveillé. Il a connu la séparation, la tension, la transformation. Il a traversé la dualité et intégré les contraires. Il ne rêve plus de l'unité, il la vit. C'est là que Jung situe le soi, le centre de la totalité de la psyché. Le soi, ce n'est pas le moi amélioré, ni une version plus forte de l'ego, c'est un principe d'ordre intérieur, un centre vivant qui englobe le moi et l'inconscient et les relie dans un mouvement harmonieux. Le 4 dans la tradition symbolique est le chiffre de cette complétude. Il évoque la stabilité après le chaos, la pierre cubique des alchimistes, la fondation solide sur laquelle la conscience peut reposer. 4 éléments, feu, eau, air, terre, 4 directions, nord, sud, est, ouest, 4 saisons, naissance, croissance, déclin, renaissance. Je suis sûre que tu as cru que j'allais dire printemps, été, automne et hiver. Et dans l'alchimie, 4 phases, nigredo, albedo, citrinitas, Jung ne la garde pas spécifiquement dans ses écrits, mais elle existe, et enfin la rubedo, les 4 couleurs de la transformation de l'âme, noir, blanc, jaune et rouge. Tout ce qui est complet s'inscrit dans une structure quaternaire, et c'est pourquoi Jung disait que le 4 est le nombre du monde incarné, celui où l'esprit prend racine dans la matière. Le passage du 3 au 4
marque donc l'incarnation du spirituel, la réconciliation du haut et du bas, du divin et de l'humain, du ciel et de la terre. Là où le premier un était fusion, sans conscience de soi, le dernier un est union, l'alliance libre, lucide, aimante, entre toutes les parts de l'être. C'est une unité qui ne nie plus la souffrance, mais la transfigure. Une unité qui ne cherche plus à fuir le monde, mais à l'habiter pleinement. En sachant que le divin n'est pas ailleurs, mais au cœur même de la matière, dans ce que nous vivons, dans ce que nous aimons, dans ce que nous traversons, dans ce que nous sommes. Le 4, c'est l'œuvre accomplie, l'esprit devenu corps, le symbole devenu expérience, le soi devenu présence. Et c'est là que s'achève le cycle alchimique, non pas dans le retour en arrière, mais dans la conscience d'une unité vivante, celle qui a traversé la division pour devenir amour. Allons dans notre 5e partie, la dernière. Pourquoi cet axiome parle encore aujourd'hui ? À première vue, l'axiome de Maria semble appartenir à un autre temps, celui des creusets, des métaux et des symboles, des alchimistes, des vieux papiers, des vieux bouquins, et pourtant Jung a vu dans ces mots le miroir exact de nos vies modernes. Car nous aussi, aujourd'hui, nous vivons ces 4 étapes. L'un, c'est notre désir d'harmonie. Tout va bien. L'illusion d'un moi unifié. Le 2, c'est le moment de crise, la séparation, le conflit, la perte de sens. Nous croyons que tout s'effondre, alors qu'en réalité, tout commence à se transformer. Le 3, c'est la réconciliation, quand l'on cesse de choisir un camp à l'intérieur de soi. Et le 4, enfin, c'est l'équilibre retrouvé, non pas en effaçant les contraires, mais en apprenant à les faire coexister. Dans le langage de la psychologie analytique, l'axiome de Maria décrit le mouvement de l'individuation, ce processus par lequel la psyché cherche l'unité intérieure en intégrant ses parts opposées, le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre, la raison et le mystère. Et si c'est si précieux aujourd'hui, c'est parce que notre monde, notre vie moderne actuelle, elle aussi, vit dans une tension extrême entre les contraires. Science versus foi, technologie versus nature, vitesse versus vide intérieur. Connaître cet axiome, c'est reconnaître que la crise n'est pas une erreur, c'est une étape naturelle du processus de conscience. Lorsque tout se divise, c'est souvent le signe qu'un niveau d'unité cherche à émerger. Alors, au lieu de fuir la dualité, on peut apprendre à la traverser, à chercher ce 3e terme, cette médiation vivante qui permet d'évoluer, de comprendre et d'unifier. L'axiome de Maria en langage jungien, c'est le rappel que chaque être humain est un laboratoire vivant, et que l'œuvre alchimique la plus précieuse, c'est soi-même. Pour conclure, l'axiome de Maria, lu à la manière de Jung, n'est pas une théorie, c'est une carte initiatique. Elle décrit ce que chacun de nous traverse au cours de sa vie intérieure. Nous commençons unifiés, nous nous perdons, nous nous divisons, et parfois à travers le travail intérieur, nous nous retrouvons, mais autrement. C'est cela le processus d'individuation, devenir un être conscient dans son unité avec le tout, sans perdre sa singularité. L'un devient 2, le 2 devient 3, et du 3e, naît l'un comme 4e. Une formule ancienne, mais un appel profondément actuel, rappeler que la conscience ne naît pas de la perfection, mais de la traversée, et au bout de cette traversée, l'un revient, non plus comme une chimère ou un rêve, mais comme une présence. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.